Salut, bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire de père. Un grand merci d'avoir sélectionné notre balado. Je m'appelle Louis-Simon Ferland et aujourd'hui, avec notre invité Gabrielle Bergeron, on va parler de paternité d'enfants autistes. C'est le deuil d'un enfant neurotypique. C'est juste ça. Puis on veut tout ça, en fait. On veut un enfant parfait. On veut un enfant normal. On veut un enfant pas de problème. On espère que tout va aller bien, l'accouchement va aller bien, les couches vont aller bien, ça va faire pipi caca à 1 an, dans la toilette, ça va être super le fun, mais tu sais, c'est pas vrai. Puis c'est la même chose avec un diagnostic, il faut juste changer notre façon de penser. C'est pas à l'enfant de changer, c'est aux parents. On aborde aujourd'hui une facette peut-être plus méconnue de la paternité avec notre invité Gabriel, qui est le père d'une enfant autiste, Florence, 4 ans, et d'un garçon, Noah, qui a 2 ans. Bonjour Gabriel. Bonjour. D'abord, merci de prendre ce temps pour venir nous raconter ton histoire, l'histoire de ta famille aussi et l'histoire de Florence. Je me sens très chanceux de pouvoir parler de ça avec toi aujourd'hui parce que le spectre de l'autisme, c'est pas un thème facile à aborder. On connaît de mieux en mieux les TSA, comme on appelle, sans tout saisir les nuances, puis je pense que tu vas être le mieux placé pour nous parler, en tout cas, de ce que tu vis au quotidien. On avait envie de discuter de ça avec toi aujourd'hui pour que tu nous donnes l'heure juste. Ah, ben j'ai quelques années d'expérience. C'est ça, tu es habitué d'en parler? C'est ça, j'ai au moins 4 ans d'expérience. Oui, puis on sait que c'est ça, ça peut être différent d'une histoire à l'autre, mais ouais. On avait le goût d'entendre ton histoire. Avant d'aborder ton quotidien, j'ai envie que tu nous racontes ton entrée dans le monde des pères, en général. Oh. Où en étais-tu dans ta vie à ce moment-là? Où est-ce que tu étais quand tu as eu ta fille? En fait, je suis avec ma copine depuis le secondaire. En fait, c'est ma première blonde, je suis un de ses premiers chums. On a toujours été ensemble, ça fait 11 ans aujourd'hui d'ailleurs. Dans l'entour qu'on avait 22, 23 ans, on savait qu'on voulait avoir des enfants. Tu sais, on a mis quelques projets de vie, donc se marier, une maison, des enfants. Bon, on a tranché, on a eu des enfants parce qu'on s'est dit on va essayer, puis si ça tombe, on a un enfant, sinon ça va être la maison. Ça a été quelques semaines, fait que ça a été plate pour moi, mais en tout cas, on a eu un enfant assez rapide. Elle est tombée enceinte. Elle avait déjà comme le feeling d'être une mère. Moi, comme qui compte dans tous les livres, j'ai pas été père jusqu'à temps qu'elle soit née, on dirait. Là, je savais, elle était dans son ventre, je savais que ça s'en venait, mais c'était pas une réalité avant que je la voie de mes yeux, là, ça c'est sûr. Là. Puis on peut parler de biologie pendant 10 heures, c'est un moment magique, c'est miraculeux, puis c'est quelque chose ça s'explique pas vraiment. C'est un feeling, là, c'est un vibe, là, vraiment. Puis non, mon entrée dans ce game-là de père là, qui est à vie, ça a été un moment très stressant. Difficile, mais tous les jours récompensé. Bien, justement, là, tu disais que tu n'arrivais pas à te visualiser comme père, ou en tout cas, c'était pas concret tant que Florence n'est pas arrivée, mais tu devais t'imaginer quel genre de père tu étais pour être plus tard. Oui, un peu. Là, comment tu te voyais? Ben, je pense que ça reflète beaucoup comment que moi j'ai été élevé, puis comment que des gens, surtout, parlent de moi. Mettons, je veux dire, j'ai eu des blondes dans ma vie, j'ai eu des amis et tout, puis même des parents des amis disent « Ah, c'est un bon petit gars, il va faire un bon père plus tard. » C'était toujours des commentaires comme ça. Fait, on dirait que dans ma tête, je me dis « Ah, je vais être un bon père. » C'est sûr que je vais être un bon père. Je me considère une bonne personne, j'ai de l'entre-gens, je suis joyeux, je suis positif. Ça tombe tout à l'eau, ça, quand un bébé pleure pendant 12 heures de temps en passant. Ah oui. On se connaît pas tant qu'on n'a pas vécu ça. C'est ça, exactement. Ça change une personne, un enfant, puis dans tout ça, je pense que la persévérance a été l'affaire la plus difficile, en fait, là, de garder une bonne humeur, de garder une positivité. Tu as parlé, oui, au début, c'était quand même assez difficile. Comment ça s'est passé les premiers mois avec Florence? Florence, en fait, c'est difficile de dire qu'à sa naissance, on savait qu'elle était autiste, là. Mais dès peut-être 3 à 4 mois, là, on avait vu certains signes. Là. Principalement, c'est que ma copine, en fait, est en psychologie à l'enfance. Fait que ça aide un peu. OK. Là. Mais déjà là, en tant que bébé, c'est un peu dur à dire. On commence à voir les signes habituellement vers 2 à 3, 4 ans. Nous, à quasiment 6 mois, on voyait, la réaction qu'elle a à certaines choses, son développement neurologique, son développement même physique. Ma fille, en fait, là, elle était ultra moteur. C'était quelque chose qui n'était pas habituel. Puis même les médecins disaient il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose de pas normal. Ça n'a vraiment pas été long afin qu'on réalise qu'elle était physiquement développée
dans toute son énergie, était mis là-dedans, mais neurologiquement, ça se développait pas. Elle était pas capable de faire des choses normales, en fait, là, qu'un enfant de son âge était capable de faire. J'ai ça, il dit le monde normal d'ailleurs, là, Ouais. mais point, c'est que c'était pas typique pour un enfant de cet âge-là de faire ces sortes de pratiques-là. Puis vers peut-être 7 ou 8 mois, en fait, d'années, ma copine, en fait, qui a eu plus l'approche, là, vu qu'évidemment, elle a plus l'éducation en arrière aussi pour le remarquer. C'est elle qui m'a dit ouais, peut-être qu'on devrait consulter, peut-être qu'on devrait aller voir quelque chose. Elle est censée dire des mots, elle n'en dit pas, des choses comme ça. Mhm. Puis ça l'a juste débloqué jusqu'à un certain âge qu'on s'est dit ouais, on va peut-être lancer un diagnostic, là, ça serait peut-être pas pire. Fait que là, vous décidez d'aller consulter? Ouais, en fait, on a décidé d'aller au privé. Fait qu'on est monté à Québec. En fait, pas mal, je pense Florence, venait juste d'avoir 1 an ou elle avait pas loin d'1 an. En fait, 1 an et 2 mois peut-être. Puis, on est monté à Québec. Une clinique venait tout juste d'ouvrir, une nouvelle clinique. On était comme dans les premiers clients qui ont jamais eu, en fait, là. Puis, neuropsychologue a évalué, passé le diagnostic quelques semaines, mois après, puis on avait le diagnostic. Puis c'est qu'est-ce qui nous a donné l'opportunité de rentrer aussi en garderie CPE. Là. Tu sais, Mhm. ça nous a ouvert énormément de portes, pas juste pour des subventions puis des choses comme ça, mais de l'aide additionnelle, puis d'éducatrice, de la consultation, des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas hésité à faire grâce à l'éducation de ma copine. Je me mets Mhm. juste dans les suites de peut-être quelqu'un qui n'a pas la chance de se faire lever un peu le flag comme ça pour aller consulter puis d'aller chercher un diagnostic pour être capable de peut-être obtenir un peu plus d'aide parce que on le sait pas qu'on a besoin d'aide dans une Mhm. situation comme ça. Mais vous aviez des doutes avant, mais quand la nouvelle est tombée, comment vous avez réagi? Ça, ça a été difficile. Il y a des gens à qui que je parle, je suis dans des multiples groupes Facebook, Reddit, Instagram, de tout ce que tu veux, là, sur des enfants autistes. J'essaie de me ressourcer le plus possible, mais tout le monde a un peu comme la même réaction. On dirait qu'ils font un deuil. Puis, comme si, c'est niaiseux, mais comme si l'enfant est mort. Puis, l'enfant est pas mort. Tu sais, l'enfant est encore là. Puis, l'enfant est toujours vif et vivant. Puis, tu sais, Mais la façon que j'entends beaucoup cette histoire-là, c'est que c'est ça. C'est comme un deuil. Donc, en recevant le diagnostic, malgré le fait qu'on le savait, tu sais, pour nous, c'était quand même assez évident. On savait qu'il n'était pas très autiste. Il y a plusieurs niveaux d'autisme, là. 3 ou 4, je pense. On savait qu'il était dans les premiers. Tu sais. OK. On savait qu'il n'était pas très autiste, mais on se doutait quand même de quelque chose. On a-tu besoin de faire un deuil là-dessus ou c'est juste la vie va être différente? Bon, après une série de larmes, puis de difficultés, de compréhension de ça va être quoi notre vie, puis les projets, puis les plans, on s'est assis, puis on s'est juste dit: «Ça change absolument rien. Mhm. L'enfant est quand même un enfant. Tu sais, c'est quand même ma fille, puis elle va vivre sa vie, puis elle va aller à l'école, puis elle va peut-être aller au cégep, peut-être que non. Elle va peut-être avoir une job. Ça va être juste différent, c'est tout». Ce que je comprends, c'est comme un deuil de la perfection, mais Ouais, finalement, la perfection, si c'était pas de ça, on la perdrait exactement. sur autre C'est chose. le deuil d'un enfant neurotypique. Mhm. C'est juste ça. Puis on veut tout ça, en fait. On veut un enfant parfait. On veut un enfant normal. On veut un enfant pas de problème. La seconde que la femme tombe enceinte, tu sais, on espère que tout va aller bien, l'accouchement va aller bien, les couches vont aller Mhm. bien, ça va faire pipi caca à 1 an, dans la toilette, ça va être super le fun, mais c'est pas vrai, tu sais, Mhm. c'est pas vrai. Puis c'est la même chose avec un diagnostic, il faut juste changer notre façon de penser. C'est pas à l'enfant de changer, c'est aux parents. Mhm. Et ce que je comprends, c'est que bon, vous avez absorbé la nouvelle, là, vous avez vécu Ouais, le deuil, mais ça n'a pas pris de temps que vous avez vu autre chose et ouais. vous avez commencé à travailler vers l'avant. Oui, le SIA, ça a énormément aidé, en OK. fait, pour ça. On a une éducatrice qui est arrivée, quasiment à cogner à notre porte la seconde on avait le diagnostic, là. C'était, génial. OK, vous avez reçu beaucoup d'aide C'est à ce ça, moment-là. les Vous gens apprenez venaient ça. chez nous, tu sais, les éducatrices venaient chez nous, puis on avait même des personnes qui venaient nous appeler personnellement pour des questions, des choses qu'on avait. Fait que c'était vraiment un changement complet de comment que nous, on vivait avec ça, puis on a réalisé on n'est pas tout seul. Ça va bien aller, on a de l'aide. Autant qu'on peut se dire qu'on a fait un deuil, il a été très court jusqu'à temps qu'on réalise qu'on n'a pas besoin de faire de deuil. Puis là, ça a juste. Le seul mot en anglais que je suis capable de trouver, je suis anglophone, c'est pour ça, là, mais c'est enjoy the moment. Tu sais, je Mhm. fais juste
je prends ça pas pour acquis, puis je me dis: «Regarde, tu sais, c'est spécial», puis je profite de sa spécialité. Mmh. Tu dis que ça a changé beaucoup les services là, qui sont arrivés, qui ont été peut-être plus faciles une fois qu'elle avait son diagnostic. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans le sens, d'être plus patient, de trouver une nouvelle approche, une fois que vous étiez sûr que c'était ça, là? Oui, ça a été un travail, la patience, parce qu'un enfant autiste, c'est encore pire, en fait, je dirais, c'est pour les dans ma situation, c'est que mon fils a 2 ans de moins que ma fille. Puis, mon fils est pas autiste, mon fils est neurotypique. Puis c'est fâchant d'un certain sens. Je me fâche pas après, bien sûr, mais c'est fâchant parce qu'il y a des choses qui est tellement facile avec mon fils. Puis là, après, quand je switch tout de suite à ma fille, c'est 1000 fois plus difficile. Ça s'explique vraiment pas, là. C'est très difficile. Juste quelque chose comme mettre un pantalon, là, tu sais. Tu sais, mon fils va le faire, puis il va rire tout le long. Il va: «Ah, papa, j'ai mis mon pantalon». Tu sais, puis il dit: «Regarde, papa, j'ai mis mon pantalon». Puis il est super content qu'il ait mis son pantalon. Ma fille, si elle le fait, je suis 1000 fois plus content, on dirait. Puis c'est niaiseux, mais Mmh. elle le fait, mais le lendemain, elle le fera pas. Tu sais, puis peut-être que l'autre journée d'après, elle va peut-être le faire. Peut-être qu'elle va pas le faire aussi, tu sais. Je peux jamais le savoir, mais je sais que Noah, par contre, à chaque matin, je dis: «Noah, mets ton pantalon». «OK, papa», puis il va aller chercher ses pantalons. Ça fait partie de sa journée, ça fait partie des qu'est-ce qu'il a besoin de faire, puis il est content de le faire. Ma fille, elle a pas, on pourrait dire, de la fierté de soi. En tout cas, pas tout de suite, tu sais. Fait que c'est Mmh. comme quelque chose qui est très difficile à invoquer à l'enfant, d'en dire genre: «Vas-y, t'es capable, t'es bonne», quand on comprend pas ça, tu sais. Fait que ça, c'est une patience que je pense qui est très difficile présentement, là. Florence a 4 ans maintenant. Est-ce qu'elle va à la garderie? Oui, avant un CPA, oui. Puis comment ça se passe? Ça se passe très bien maintenant. On a eu des mauvaises expériences dans le passé, mais le CPA où qui est placé présentement, maintenant, ça va très bien. Puis son intégration, elle, comme enfant avec peu C'est importe la une garderie, là? très bonne question. En fait, là, comment que son intégration, c'est c'est fou comment qu'une intégration d'un enfant neurotypique, un enfant atypique est différent. Mmh. Mais tout ça est vraiment grâce à son éducatrice du CIUS. Isabelle, elle a énormément aidé Florence dans une multitude de choses. Puis, dans tous les gens qui ont aidé ma fille, je le vois, là, puis elle me le dit aussi, là. Ben, elle me dit, en tout cas, par entremise, là. Mais je vois qu'elle a tombé en amour avec ma fille. Tu sais, dans le sens qu'elle elle aime ça, s'occuper d'elle, elle aime ça, aller la voir. Elle a quelques enfants, en fait, là, qu'elle s'occupe là, dans certains contrats. Puis je le vois qu'elle apprécie beaucoup, surtout notre travail. Mmh. On s'appuie sur elle, puis je veux dire, je pourrais même pas le dire le nombre de fois que j'ai vu, je suis rentré de travailler, mettons, puis elle était avec Isabelle, puis ma copine. Puis ma copine est en larmes, tu sais, puis je suis comme: «Mais voyons, qu'est-ce qui se passe?» Elle dit: «Non, juste que je parlais», puis elle me rassurait, puis elle est quasiment de psychologue, tu sais, c'est quasiment ça. Fait que puis c'est un travail, qui va jamais finir, mais tu sais, pour la base qui est la jeunesse de l'enfant, surtout à son âge, c'est comme une phase extrêmement importante pour qu'est-ce qui s'en vient, qui est l'école primaire. Puis elle est vraiment en train de la préparer, puis d'utiliser toutes les ressources possibles, puis de travailler son développement. Je pourrais jamais la remercier assez, je pense. Et ça, c'est inestimable. Ça a dû vous rassurer beaucoup, tu sais, Oui, d'avoir quelqu'un ouais, qui ça soulève un très gros poids sur nos épaules, là, effectivement. ouais. Et là, on parlait de la garderie. Ça doit pas être évident de la faire garder, même en dehors de la garderie. Est-ce que vous la faites, garder une fois de temps en temps? Ben, en fait, c'est drôle que tu poses cette question-là. Il y a une subvention pour ça. Ah, OK. Non, mais c'est toutes des choses, Mais que oui, je parce sais. que ben, ça nous donne un peu plus d'argent dans les poches si on la fait garder par quelqu'un à l'extérieur du CPA. Fait que souvent, c'est soit le cousin à ma copine ou mon chum de gars ou sa mère ou tu sais, ça peut être mon père. Il l'amène dans une sortie, il s'en va au récré, au fun, au McDo, n'importe quoi, là, tu sais, c'est une Mmh. sortie, tu sais. Tu as parlé tantôt, par exemple, de l'histoire du pantalon qui peut prendre beaucoup plus de temps, qui peut être plus compliqué. As-tu d'autres difficultés dans ton quotidien, toi, comme père, là, que tu sais que le père d'un enfant neurotypique vivrait pas? Sortir de la maison, ça peut être plus difficile? Ouais. Il y a certaines situations où que l'abandon de le jugement des gens est important Mmh. en tant que père d'un enfant autiste. Puis je donne un exemple. Quand je fais mon épicerie, j'en ai les 2, puis je me rends à l'épicerie, puis là, mettons, je vais mettre Noah dans le panier, puis Florence, elle peut pas être dans le panier. Elle peut pas être dans le
la place avec Mhm. les 2 trous faits en métal, là, qui est super pas confortable pour un enfant, là. Mais ça, c'est impossible. Ça n'a jamais été possible. Ça a toujours été difficile de la mettre là-dedans, à kick et tout. Puis si j'ai besoin de la prendre, il faut que je la mette dans le panier. Puis si je la mets dans le panier, elle commence à me manger toute l'épicerie avant même que j'arrive à la caisse, tu sais. Mettons que je mets un sac de raisin dans le panier. Puis là, mon fils, il arrive, il dit: «Papa, je veux un raisin», tu sais. Je fais: «Non, papa, il donne pas de raisin, là, c'est au poids, là, on va le payer, puis après, tu vas avoir un raisin», tu sais. «Mais là, j'en veux un». Je fais: «Ça va être tantôt». «OK, ça va être tantôt». Il fait: «OK». Ma fille, si je dis tantôt, tout le monde dans le Super C ou dans le Maxi, dans le Walmart va entendre ma fille pour la prochaine demi-heure. Elle va crier, elle va pleurer, elle va pitcher toutes les affaires autour. Elle va même commencer à se gratter d'en face des fois, elle va se frapper. Ouais, je donne mon cellulaire. Ouais, je donne des bonhommes. Je veux dire, je suis pas. Je me sens même pas gêné de dire ça. J'ai des tonnes, puis des tonnes d'émissions sur Netflix, YouTube, de Mhm. télécharger sur mon cell. Je donne une petite 5-15 minutes de bonhomme parce que je passe à côté de l'élite crème glacée. Parce que si je passe pas, si j'ai pas son téléphone dans ses mains pendant que je passe là, j'en entends plus pour le restant de la journée. Puis les gens vont dire: «Ah, ben, c'est un 15 minutes dans le Super C, au pire, elle pleure, c'est pas grave». Non, tu comprends pas. Parce que c'est pas juste dans le Super C, c'est dans le char. C'est quand j'arrive à la maison, puis pendant que je défais l'épicerie, puis quand j'essaie de la coucher, puis quand j'essaie, puis elle mangera pas après, puis elle a pleuré tout le restant de l'avant-midi. Elle va avoir de la misère à manger. Puis après, quand elle mange pas, ben, elle se réveille la nuit. Fait que je vais être pogné à être avec aussi à minuit le soir. Moi, il faut que je travaille le lendemain, là. Ma blonde, il faut qu'elle aille à l'école le lendemain. Il y a tellement de facteurs à juste le fait que, hey, j'ai donné mon cellulaire 15 minutes, je viens de me sauver une journée et demie là, de stress, là. Ben, tu vois, ça, je ne l'avais pas réalisé non plus. Oui, on voit beaucoup de parents avec des enfants visiblement autistes. Certains le disent, mais on imagine que c'est juste le moment à l'intérieur qui va être difficile. Je n'avais pas vu la chaîne de Des réaction. fois, c'est. Là, aujourd'hui, c'est moins pire, là, mais c'est sûr que quand Florence était plus petite, il y a eu une période au moins quasiment pas mal tout le temps de l'âge de comme 2 ans et demi jusqu'à 3 ans et demi. Fallait que j'aille jouer dehors à chaque jour, absolument. Si j'y allais pas, c'était terrible. Le dodo, manger, ça mangeait pas, elle dormait pas. Fait que c'était tout ça, c'était une réadaptation. À un moment donné, c'était correct. On dit: Mhm. «Ah, là, elle n'est pas allée jouer dehors aujourd'hui, elle était correcte». Là, on s'est réajusté. Ah, il y a quelque chose d'autre après. Tu sais, un enfant, on s'adapte toujours. Tu sais, même un enfant neurotypique, on s'adapte toujours. Puis on va dire: «Ah, ben là, bon, il a fini de jouer avec ses trucs rouges, joue avec ses trucs verts». Un enfant autiste, c'est plus: OK, ben là, il y a le truc vert, elle joue plus avec, mais il faut que je le cache parce que quand elle voit le truc vert, elle part à pleurer. Ouais. Là, je t'entends parler de ça, Gabriel. Je vois que ça fait partie aussi du processus d'éduquer les autres autour, d'en parler. Peux-tu me raconter un moment ou une situation où tu te sens bien comme père, que tu te sens bon à quelque part, là, sans- Je sais que tu es quelqu'un de humble, là, mais quand est-ce que tu te sens sur ton X comme père, tu te dis, ah, tu vois, ça, je pense que j'ai bien réagi dans la situation. En fait, aujourd'hui, je suis venu faire une entrevue. Mhm. Puis aujourd'hui, c'est ma copine qui couche les enfants. Mais habituellement, c'est toujours moi qui couche les enfants. C'est surtout souvent moi qui couchais ma fille. En fait, même que si elle a 4 ans, 365 jours fois 4, mettons sur 1300 dodos, OK? J'en ai couché peut-être 1100. OK? Fait qu'il OK. y a eu beaucoup de dodos que c'est papa. Mais je travaille beaucoup à l'extérieur, ça arrive. Ça a causé en fait que Florence a eu un certain attachement que ce soit moi qui l'ai couché. Là, c'est bizarre, elle a comme eu un switch, c'est maman. Mais le midi, pour sa sieste, ça a jamais été maman qui était. C'est pas qu'elle peut pas y aller, c'est que quand maman y va, ben Florence, elle fait pas dodo. Elle joue, puis elle niaise, puis tu sais, elle fait toutes les niaiseries possibles. Mais avec moi, elle reste calme. Puis avec le temps, je me dis: «Ah, ben tu sais, c'est niaiseux, là, mais je suis désolé, chérie», mais avec le temps, je me dis: «C'est sa faute». Tu sais, elle réagit pas bien. Elle a quelque chose qu'elle fait. Peut-être qu'elle dit quelque chose de pas correct. Finalement, avec le temps, je la regardais aller, puis on a des caméras dans les chambres, bien sûr, des enfants, là, mais le point, c'est que je la regardais aller, puis ça fait rien de différent de ce que je fais, là. Tu sais, elle fait pas elle dit pas des choses différentes, même qui est pas mal plus douce avec, tu sais, genre: «Florence, fais dodo», tu sais, moi, je vais être strict un peu, puis elle fait exactement la même affaire. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'est vraiment à cause que je suis apaisé. Je suis quelqu'un qui est calme, je suis quelqu'un qui est, je suis centré, puis elle finit par s'endormir. C'est vraiment la raison, puis c'est niaiseux, c'est une raison niaiseuse de je suis content de ce moment-là, mais
d'être capable de coucher un enfant, c'est quelque chose. De coucher un enfant autiste, c'est quelque chose d'autre. Fait que c'est quelque chose que j'ai toujours été capable de faire. Puis je suis content de ça. Moi, Ben, je te comprends. c'est quelque chose, c'est niaiseux, mais c'est quelque chose que je suis content d'être un bon. Ça te démarque comme un bon père. Et en prime, tu apprécies le moment pendant que tu es là. Oui, absolument. Hein? Enjoy the moment, tu disais tantôt. Enjoy the moment. Exact. Ben, ça fait partie de la capacité d'adaptation. Ouais. Tu as sûrement croisé toutes sortes d'histoires, toutes sortes de conseils qu'on t'a donnés. Est-ce qu'il y en a que tu es content de ne pas avoir écouté, mettons? Oh boy, il y en a trop. J'imagine. Il y en a beaucoup trop. Ben, les groupes Facebook, d'ailleurs, c'est une des meilleures et les pires places pour des conseils, d'ailleurs. Ah, c'est sûr. Peu importe. Du public, c'est souvent comme ça, là, mais bon. Le pire conseil, sans nommer de nom, là, parce que c'est quelqu'un de proche, la personne avait vu un documentaire. Puis dans le documentaire, c'était quelque chose des années comme 80. Dans les débuts, en fait, de qu'est-ce qu'on a termé le terme Asperger, puis TSA, le trouble de spectre de l'autisme, qui est pour début des années 70, là, des choses comme ça. Quand on est rentré dans la période de conversation du souper, tu sais, puis Florence, elle mangeait pas, puis là, elle criait, puis ça allait pas bien, puis tout. Puis là, on couche Florence, toute la kit, là. Fait que là, il arrive, et dit hey, moi, j'ai vu un documentaire. Puis il nous approchait ça comme un conseil, vraiment. Puis il nous disait regarde, j'ai vu un documentaire, puis ils font ça encore. Il y en a des places en Suède, il y en a aussi en Ukraine, puis je pense même qu'il y en a aussi en Corée du Sud, tu sais. Je dis, mais de quoi que tu parles? Tu sais? Puis il m'arrive, puis il dit vraiment comme, c'est à cause que j'ai vu une étude, puis ça avait rapport avec des enfants Asperger dans le passé. La mère qui faisait surtout pour essayer de comme corriger certains traits, puis des aptitudes, puis peut-être même des généralisations qu'ils font, ou même des mauvaises habitudes, ben ils utilisent de l'électrothérapie. Ah, Je suis comme, quoi? c'est des électrochocs, ça? Mais moi, j'ai travaillé en laboratoire. Très bref, là, en fait, dans ma vie. Puis de l'électrothérapie, je sais exactement c'est quoi. Je l'ai vu avec mes yeux sur, tu sais, sur des animaux, malheureusement. J'ai dit, tu viens-tu de dire qu'à cause que ma fille est autiste, tu veux faire de l'électrothérapie? As-tu une idée c'est quoi de l'électrothérapie? Fait que non, ça a été le pire conseil que j'ai eu. Une C'est un pas pire. connaissance, C'est un je veux pas dire pire. une connaissance, voulait recommander, en tout cas, recommander de l'électrothérapie avec ma fille pour enlever son autisme. C'est le même qui l'a phrasé. Ouais. Et comme tu as dit, tu as dû en avoir de toutes les couleurs des Ah oui, conseils. j'en ai eu, là, mais ça, c'est celui-là, la il est pire. solide. Et de l'autre côté, toi, avec ton expérience, là, quel conseil tu pourrais donner, mettons, à un père ou à des parents qui découvrent que leur enfant a un diagnostic d'autisme? Particulièrement un père, parce que notre émission s'appelle Ouais. Histoire de père. Ouais, ça pourrait être un peu deep, là, mais premièrement, c'est tough. Ça, c'est la première des choses, là, c'est tough. C'est pas facile, un enfant autiste. Il y a des hauts et des bas, là, mettons. Il y a certains moments dans ma vie où que, tu sais, j'ai eu des doutes, puis j'ai eu énormément de difficultés à me convaincre moi-même que tu sais, c'est le style de vie que je voulais avoir, là. Mais premièrement, de l'aide, là. De s'écouter, là, premièrement, c'est la première des choses, mais écoute l'enfant. Tu sais, c'est toujours un enfant. Puis ça, je pense, c'est l'affaire que j'entends le plus souvent, puis je trouve ça terrible, mais ça n'a pas rapport, c'est quoi son diagnostic, ça n'a pas rapport, c'est comment que c'est le niveau là, d'autisme l'enfant peut avoir. Ça reste un enfant. C'est beau, un enfant, c'est magique, c'est beau à voir, il y a des mauvais moments, comme il y en a des bons. Ça va finir par bien aller à un moment donné. Puis de s'informer le plus possible, de Oui. poser des questions, d'être bien Absolument. entouré. De se ressourcer, c'est primaire. Oui, absolument. De demander de l'aide. Tu sais, c'est niaiseux, mais en fait, pendant un certain temps, je m'enregistrais moi-même. En fait, je me faisais comme des biographies un peu, là, tu sais, juste des journaux de bord un peu là, de moi-même. Puis j'essaie de comme comprendre comment que je me sentais. Puis c'était difficile parce que je savais pas comment je me sentais. Surtout comme pas longtemps après qu'on a eu le diagnostic. J'ai fait ça peut-être quelques semaines. Puis j'ai arrêté, mais en fait, je sais pas pourquoi vraiment j'ai arrêté de faire ça, mais ça m'a aidé un peu dans le sens que Ouais. j'ai appris pourquoi je me sentais d'une certaine façon. Puis on pourrait dire quasiment comme le blâme s'est enlevé. Tu sais, parce qu'on a toujours tendance en tant qu'un humain d'aller vers la négativité, là.
Puis moi, il fallait que je trouve un blanc. Il fallait que je trouve un coupable. Pas pour la cause de l'autisme, mais pour chaque moment qui se passait dans la journée, chaque mauvaise chose, chaque mauvais tempérament. On dirait que je suis comme, ah, ça, c'est à cause de ça. Ah, puis ça, c'est à cause de ça. Puis finalement, j'ai lâché prise, puis j'ai dit, regarde, je cherche le trouble, Gab. Dans un certain sens, là, c'est bien plus facile que tu t'entendes dire que tu as fait une erreur que c'est quelqu'un d'autre qui te le dise. Fait que, non, le travail de soi est aussi important là-dedans. Puis tu parlais d'un deuil un petit peu plus tôt, ça fait partie peut-être, sans faire de la psychopop, là, une des étapes, c'était la colère. Peut-être que toi, ça fallait que ça sorte de cette façon-là. Mais c'est une très bonne idée. Il y en a qui écrivent, il y en a qui s'enregistrent, il y en a qui peuvent se filmer, mais en tout cas, ça peut même servir quelque part aux autres. En tout cas, c'est ce que tu as fait aujourd'hui, là, parce que tout ce que tu as dit va être enregistré, est enregistré et est écouté par plein d'autres pères d'enfants neurotypiques ou autistes, parce qu'on apprend des choses là-dedans, puis on a peut-être, je pense qu'on en connaît tous là, dans notre entourage, des fois de s'ajuster. Merci infiniment, Gabriel. C'était vraiment très enrichissant. Je te souhaite plein de bons moments à apprécier avec ta petite famille, avec Noah et avec Florence, puis avec ta conjointe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Ça fait plaisir, puis je suis très reconnaissant. Merci de m'avoir eu, puis sur ce, je vous souhaite à tous les pères, surtout, bonne aventure. C'est toute une aventure, puis c'est d'en profiter. Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode d'Histoire de père, un balado de Naître et Grandir, produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je vous invite à poursuivre l'écoute en découvrant les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour d'autres histoires de pères.